La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Épisode 10. À la plage du Rhys désormais, son âme avec les vagues se plaît. Guillaume est du matin, comme on dit. Profiter d'une matinée libre pour s'offrir une grasse matinée ou lézarder en terrasse avec un café n'est pas du tout dans son ADN. Par ailleurs, il n'a pas beaucoup dormi. Son sommeil a été froissé par l'image de Ludo, à plat dos sur la grève, les bras en croix, le regard à la fois étonné et éteint. Les grands yeux ouverts sur la nuit blanche irradiée par une pleine lune, Guillaume doute pouvoir jamais effacer de ses rétines ce qu'il a vu la veille. Et cette tasse, sur la voiture de Ludo, devant laquelle il est passé en courant vers la cale, qu'est-ce que ça signifie? Le malaise lui comprime la tête comme un étau. Cette tasse est d'autant plus inquiétante que le patron du Café du Port qui a alerté les secours l'avant-veille pour Édouard en a trouvé une sur le toit de la voiture du marin disparu. À force de se retourner sans trouver le sommeil pendant des heures, il a transformé son lit en bouchon de drap froissé, poissé de sueur. Guillaume se lève en même temps que le soleil, peut-être un peu avant. Sa compagne a pris sa garde la veille au soir aux urgences de l'hôpital de Douarnenez. Elle ne rentrera pas avant longtemps. Les gardes, on sait quand ça commence, mais on n'est pas toujours sûr de quand ça finit. Il se glisse sous une douche glacée, comme pour se punir de n'avoir su apprivoiser le sommeil, puis se frictionne longuement d'une serviette rêche. Sur sa peau rougie, il enfile un cuissard, un maillot fluo, ses chaussures, son casque et ses mitaines, avant d'enfourcher son vélo de route Van Rissel RCR Pro. Un petit bijou dont il a longtemps rêvé, qu'il s'est offert à Noël et qui l'emmène au bout du monde chaque matinée libérée. Il ajuste ses lunettes de vélo et son casque, constate qu'il a oublié de se raser. Dès le premier tour de pédalier, il s'arrache à son malaise, à ses mauvais rêves, à sa nuit chahutée. Chaque tour de roue rageur l'arrache à l'Ocronan et le propulse vers Douarnenez, le bout du monde, où tout est neuf. Rien que pour sortir du hameau à l'ouest de l'Ocronan, il faut s'extirper du vallon sombre, vert et humide pour se propulser sur la route étroite du bois de Nevers, avant de bifurquer sur le joli chemin de Tirouze. Il ne voit ni ne sent les dernières jonquilles qui s'inclinent devant les graciles jacinthes des bois dont le parfum léger s'étiole dans l'aube glacée. Il a le soleil blanc du levant dans le dos, et son ombre longue le précède sur la route bordée de châtaigniers et de chênes aux tendres feuilles d'avril. L'air est froid, saturé d'une brume légère qui s'effiloche sous ses roues rageuses. Il prend de la vitesse, dents serrées, mâchoire crispée, regard dur derrière les verres miroirs de ses lunettes, et s'engage sur la départementale bien trop fréquentée avant de bifurquer vers la route de la chapelle de la Clarté de Plonévé-Porzay, un petit détour pour une tranquillité assurée. Il s'arrête un moment pour visser ses AirPods et régler sa playlist, un combo des meilleurs titres de Nirvana et de Linkin Park. Parfait pour en découdre avec la route et soi-même. Il repart, plus enragé que jamais, le corps un peu douloureux mais l'âme profondément satisfaite de cette souffrance qui l'apaise. Kurt Cobain peut bien s'égosiller. Il bifurque au sud-ouest, vers Kerstraat, et ne voit pas, à l'ouest, l'éclat de l'océan qui scintille sur la plage du Rhin. D'ailleurs,
il ne verra plus jamais rien. Un gros véhicule l'envoie voler en rugissant sur le bas-côté. Le choc et le pare-choc pulvérisent son monde. Le véhicule fait marche arrière jusqu'à son corps désarticulé. Le conducteur descend tranquillement, y déposer une tasse blanche sérigraphiée. Il emprunte au cycliste inerte son portable, tapote un long message, l'envoie et restitue très respectueusement le téléphone à son propriétaire. Puis, sans un regard sur l'amas de chair et de carbone, il remonte dans sa voiture et poursuit placidement son chemin vers la si jolie plage du Rhys. Kurt Cobain continue de brailler tant qu'il y a de la batterie. Le gendarme m'a regardé de travers et a noté ma proposition de haïku spontané. Il a désormais une drôle de lueur au fond des yeux. Le post-it et son étrange poème prophétique sont versés au dossier. 1000 autres questions du gendarme Pichon prennent la tangente et bifurquent alors sur Jean-Eudes, Geneviève, Édouard, Ludo ou le crapaud. Je suis rincé. Et lorsque je sors et qu'une fois derrière mon volant, je rallume mon portable, une ribambelle de notifications gazouille dans l'habitacle. Il semble que la fine fleur de la presse s'est donné le mot pour saturer mon répondeur. Du Télégramme à Ouest France, de France Bleu à France 3, en passant par Roman Régional Magazine, Polar Breton TV et Roman Noir 29 Webzine, je supprime tous les messages, j'envoie un texto à Mathilde pour la prévenir que j'en ai terminé, et je rentre chez moi. Qui nous en veut à ce point et pourquoi? Je vois quand même le bon côté des choses. J'ai échappé au jus de chaussette de la gendarmerie. Je m'installe sur ma terrasse ensoleillée, à l'aplomb des premières fleurs de glycine qui dégoulinent en cascades parfumées sur la façade. Je tiens en main une tasse fumante, s'y abrite un puissant remède chargé de mettre de l'ordre dans mes pensées inquiètes et froissées. J'ai choisi un sublime maragogib du Nicaragua que m'a offert Mathilde. C'est évident, Ludo n'est pas bêtement tombé tout seul de la cale. S'est-il écrasé sur la grève à la suite d'une altercation? Quelqu'un l'aura poussé? Je ne peux pas le croire. Sous l'étonnant soleil d'avril, qui fait douter des seins de glace, les fragrances de la glycine et du rosier noir se télescopent, mais peinent à concurrencer celui qu'on surnomme l'éléphant des cafés pour ses grains démesurés. Les arômes s'élèvent en volutes délicates, notes florales, touches fruitées, légère acidité qui titille les narines. Et Geneviève, que lui est-il arrivé? L'enquêteur semble penser que sa mort n'est pas naturelle. Il est donc probable qu'elle aura été empoisonnée, mais par qui? Et pourquoi? La première gorgée est un baume et une révélation. Ce café possède une douceur surprenante, presque veloutée, qui enveloppe le palais. Son corps est léger mais présent, avec une acidité brillante qui ne domine jamais. Je perçois des notes de fruits à noyaux, peut-être de l'abricot, qui s'entremêlent à une légère touche de chocolat noir. La longueur en bouche est impressionnante. Les saveurs persistent, évoluent, se transforment. En ce qui concerne Édouard, le gendarme a glissé dans la conversation que son bateau serait renfloué aujourd'hui. Qu'espère-t-il trouver? Dans la conversation, j'ai également compris que des autopsies des malheureux étaient programmées. Mais quelle horreur! Dans un roman, c'est différent, mais là, c'est la vraie vie. Je plonge à nouveau mes lèvres dans la tasse. Je détecte maintenant des nuances de noisettes grillées et une pointe de caramel. Les sensations évoluent avec la température du café. Plus il refroidit, plus certaines notes sucrées semblent s'affirmer. Trop de café. Ce qui m'angoisse le plus dans cette histoire, c'est la réapparition des tasses. Plus j'avance dans la dégustation de mon café, moins je m'apaise. Non,
Le café de Kevin Pichon n'est définitivement pas pour moi. Qui nous en veut à ce point et pourquoi? Il est presque midi. Le feulement de la voiture de Mathilde fait s'envoler les mésanges qui me tiennent compagnie sur les chaises du jardin. Je constate que ça exaspère Antimoine qui avait sans doute dévisé sur la jante ailée. Je lui fais remarquer qu'il s'en tire avec le bénéfice du doute. Les mésanges se sont envolés à cause de l'arrivée de Mathilde, mais d'aucuns pourraient penser que sans cela, je les aurais capturés et dévorés avec puissance et appétit. Mais moi, je sais que tu n'y serais pas arrivé. Tu es un trop piètre chasseur, qui plus est maladroit. Et c'est heureux. Ce que tu affirmes est tout à fait blessant, me répond-il. Je suis un fauve, surentraîné et implacable. J'opère silencieusement et en hyper vitesse. Je déposerai un jour ou l'autre ces mésanges ensanglantés sur ton lit, et tu me devras des excuses. Tu ferais bien de nourrir ta laitue carnivore et de te débarrasser de cette saloperie de sorceresse due. Il m'adresse un regard assassin teinté de mépris et rentre avec beaucoup de dignité dans mon bureau par la baie vitrée grande ouverte, en évitant très soigneusement le rosier noir. Nous avons, Antimoine et moi, des relations très compliquées. Mathilde en a fini avec la maréchaussée. Elle jette négligemment son sac griffé sur un transat de la terrasse et tire à elle une chaise métallique, s'assoit en face de moi et plonge immédiatement le nez sur la tasse fumante que je lui glisse. Pour elle aussi, affronter des odeurs de la gendarmerie a été une épreuve. Ça s'est bien passé? Elle hoche la tête, allume une cigarette, jette bruyamment son très joli zippo en argent guilloché sur la table en fonte, inspire une très longue goulée de fumée, les yeux mi-clos, puis bascule la tête en arrière et expire en volutes enlacés dans l'air saturé des parfums de fleurs et de café. Mathilde, tu crois qu'on est en danger? Elle tourne vers moi son regard bleu acier. Nous deux? Non. Comment ça, nous deux? Je parle de nous tous, du collectif. C'est quand même flippant. Il semblerait que les membres du collectif soient victimes d'accidents, et nous faisons partie du crapaud au même titre que les autres. Je perds un peu mon sang-froid, c'est un peu ridicule. D'une main soigneusement manucurée au poignet cerclé d'or, Mathilde fait signe d'évacuer ses idées noires tout en plongeant ses lèvres carmin dans le velours du café. Mais mon angoisse ne se dissipe pas pour autant. Outre les tasses, il y a ces étranges poèmes venus d'outre-tombe. Il me semble que les effluves du sorceresse due me tournent la tête. Moins que ce soit la glycine. Je ferme les yeux. Je pose les mains à plat sur mes genoux et je tente de calmer ma respiration qui s'emballe. Et que penser du poème prémonitoire de Jean-Eudes dont Patrick nous a parlé hier? Et encore, je ne t'ai pas parlé du haïku que j'ai trouvé sur la cale du Dourduf. Un poème, les ligues, ce n'est pas une arme. Un poème, c'est de l'huile essentielle de mots. Ça porte des émotions, des sensations ou des idées, de la beauté ou de la laideur. Un poème, c'est un langage puissant, mais ça ne tue pas. Oui, c'est vrai, ça me met la tête à l'envers. On déjeune si tu veux. Profitons du soleil, de la terrasse et du silence. Mathilde se fend d'un sourire parfumé et se lève pour dresser la table. Elle connaît ma maison comme sa poche, au moins aussi bien que la propriétaire. Tout en cuisinant, en dressant les plats et en les servant comme en débarrassant, je n'arrive pas à m'éloigner du sujet. Mon cerveau est en surchauffe.
J'échafaude 1000 hypothèses que contre Mathilde. Vengeance d'un lecteur insatisfait, d'un auteur jaloux, d'un éditeur agacé? La litanie est interrompue par le tintement cristallin d'une notification concomitante sur nos téléphones. Nous consultons nos appareils et je blêmis. Mathilde aussi. Tu as reçu la même chose que moi? Un message de Guillaume? Oui. Un poème? Pareil. J'appelle Guillaume, je tombe sur sa messagerie. Mathilde tente sa chance et fait chou blanc. Nous nous regardons. J'appelle immédiatement le gendarme Pichon. Il faut sans doute faire ça vite. Oui, allô. Nous venons de recevoir un message très étrange, Mathilde et moi. Un message de Guillaume, qui fait partie du collectif. C'est un poème. Encore un haïku? Vous pouvez me le transférer? Je le fais immédiatement, mais ce n'est pas un haïku, c'est une ballade. Alors, c'est une forme poétique médiévale, pour faire court, hein. Il y a 3 strophes de la même longueur, des décasyllabes, se terminant toutes par un refrain, et ça se termine par une dernière strophe plus courte qu'on nomme l'envoi. Hmm, c'est noté. Je vais regarder ça de plus près. Mais je dois malheureusement vous annoncer une très, très mauvaise nouvelle, justement à propos de votre ami Guillaume. Il a été victime, ce matin, d'un accident de la route. Il n'a pas survécu, je suis vraiment, vraiment désolée. Je raccroche en mode automatique et je me tourne vers Mathilde, effarée. Ce matin? Mais qui a envoyé le message? Dans son bureau triste, l'OPJ Kevin Pichon ouvre sa messagerie et découvre le message que je viens de lui transférer. Par un matin de printemps fleuri, Guillaume enfourcha son vélo. De Locronan, village joli, vers Douarnenez, il fila bientôt. Les ajoncs dorés sur le coteau, la brise marine sur la peau, en Bretagne, terre de légende, il pédalait d'un rythme allègre, admirant les landes, ignorant le destin qui l'attend. Ô cycliste, sur les routes bretonnes, le sort est cruel quand il sonne. Près de la plage du Ris, soudain, s'achève ton dernier chemin. Il descendait vers la grande baie, le cœur léger, l'âme sereine. Les clochers au loin se dressaient, Douarnenez brillait dans la plaine, et l'océan déployait son domaine. Les voiles blanches au loin semées, Guillaume admirait ce tableau, quand surgit, rapide et fatal, un bolide de virage d'en haut, qui brisa net son rêve austral. Ô cycliste sur les routes bretonnes, le sol est cruel quand il sonne. Près de la plage du Ris, soudain s'achève ton dernier chemin. L'automobiliste n'a pas vu ce cycliste dans le tournant? Un instant d'inattention tout au plus. Mais pour Guillaume, c'est le néant. Là où les vagues vont chantant, où les mouettes dansent dans le vent, s'est éteinte une vie en fleurs sur l'asphalte de ce printemps trompeur, tandis que continuait ailleurs la Cornouaille dans sa splendeur. Ô cycliste sur les routes bretonnes, le sort est cruel quand il sonne près de la plage du Ris et soudain s'achève ton dernier chemin. Prince de la route, souviens-toi de Guillaume qui n'est plus là. À la plage du Ris désormais, son âme avec les vagues se plaît.